Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça vous regarde en version déconfinée, c'est parti. Voici le sommaire. Qu'il était bon ce petit café ce matin en terrasse. Les Français renouent avec les plaisirs du quotidien. Comment ont-ils vécu ce premier jour du reste de nos vies? Est-ce le signe du retour des jours heureux, comme le dit Emmanuel Macron? Le Covid va-t-il nous changer, nous faire prendre de nouvelles habitudes au quotidien? On fera le bilan de cette nouvelle étape du déconfinement dans un instant. Nous reviendrons aussi sur l'Amérique qui étale ses déchirures aux yeux du monde. C'est sans doute l'une des crises les plus graves depuis l'élection de Donald Trump, la mort de George Floyd. Cet Afro-Américain d'une quarantaine d'années, asphyxié par un policier blanc, a fait exploser la colère dans tout le pays. Face aux protestations, Trump choisit la force. Jusqu'où ira l'incendie? La campagne présidentielle se jouera-t-elle sur la question raciale? Nous en débattrons avec nos invités. Enfin, le jour d'après, nouvel épisode de notre série d'entretiens thématiques. Ce soir, la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, analyse les différents scénarios de la reprise possible à l'heure où la récession passe de 8 à 11% du PIB cette année. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR, ça vous savez, ça n'a pas changé. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Même les députés, c'est dire, ne boudaient pas leur plaisir ce matin à la terrasse élargie du Bourbon face à l'Assemblée. C'est renouer un petit peu avec l'avant-crise, c'est retrouver des habitudes. J'avais envie, avant d'aller même à mon bureau, de boire ce café sur cette place. Voilà, c'est ce que je fais. Ce qui m'a manqué, c'est l'improvisation, de passer ici, juste 5 minutes, prendre un café. Ce qui m'a manqué, c'est d'être sur cette place et de pouvoir simplement prendre le temps de réfléchir. J'ai un livre avec moi. Je suis très heureux aujourd'hui que les terrasses puissent rouvrir. Bonsoir Frédéric Saldman. Bonsoir. Vous avez profité de la terrasse aujourd'hui? Pas encore, mais ce soir, oui. Petit café ou pas petit café? Non, pas petit café, mais ce soir, je vais dîner. Terrasse de restaurant, le bonheur. Et on est ravis de vous accueillir avant ces grandes retrouvailles en terrasse et en amis. Vous êtes médecin, cardiologue, les Français vous connaissent, nutritionniste aussi, et auteur à succès au point que cet ouvrage, On n'est jamais mieux soigné que par soi-même, aux éditions Plomb, a déjà franchi le seuil des 100 000 exemplaires. On va parler avec vous de toutes ces petites habitudes nouvelles acquises pendant le confinement, Covid oblige, qui pourraient perdurer après. Vous dialoguez ce soir avec Bruno Fuchs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député MoDem du Haut-Rhin, département qui a payé un lourd tribut à cause évidemment du Covid. Toutes ces dernières semaines, vous nous direz comment vos électeurs sur place vivent ce retour, ou plus ou moins retour à la normale. Difficilement, d'un mot? Non, très attendu, parce qu'en plus du Covid et du confinement que nous avons tous connu, Mulhouse a subi un couvre-feu de 21h à 6h du matin pendant plus d'un mois et demi. Eh bien, on va en parler. Voilà. Donc il y a une volonté de ressortir vraiment beaucoup plus forte peut-être qu'ailleurs. La lumière au bout du tunnel. Je vous donne la parole, messieurs, dans un instant. Vous le savez, celui qui ouvre l'émission, c'est Stéphane Blakowski. Qu'a-t-il compris à ce que nous avons traversé? Si j'ai bien compris, c'est tout de suite. Bonsoir Stéphane. Alors quel regard portez-vous sur toute cette phase, cette page qui se tourne avec ce déconfinement, ce quasi-retour à la normale aujourd'hui? Si j'ai bien compris, c'est le titre de la chronique, justement, le Covid est un virus qui est vraiment très difficile à comprendre. Pourtant, je vous promets que ce n'est pas faute d'essayer. Mais bon, on a beau lire tous les journaux, toute la journée, pour essayer d'y voir plus clair. Au bout du compte, c'est très très difficile de se faire un avis. Si on prend par exemple la question qui aujourd'hui paraît la plus préoccupante, c'est-à-dire, va-t-il y avoir une seconde vague d'épidémie? Moi, il y a 15 jours, je lisais un de mes magazines préférés, Le Point, et j'ai pris un petit coup de flip, une inquiétude, parce que voilà un article qui nous disait « L'Europe connaîtra une deuxième vague ». Vous voyez, c'était assez catégorique. Eh bien, simplement cette semaine, en reprenant mon magazine préféré, qu'est-ce que j'apprends? Qu'un urgentiste de la Salpêtrière dit exactement le contraire, puisqu'il affirme que, selon lui, il n'y aura pas de deuxième vague. Et quand on lit son interview, on voit que le professeur Freund est assez catégorique de ce point de vue. Alors, moi, je ne mets pas du tout en cause Le Point, ni un autre média. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'études scientifiques qui ont été publiées pendant la crise par des laboratoires, par des spécialistes, que tous ne disent pas la même chose. Donc, pour les médias, très compliqué de faire le tri entre ce qui est du domaine de la certitude et puis ce qui reste une hypothèse. Alors,
parmi les questions qu'on se pose, c'est par exemple, est-ce que le Covid est une épidémie saisonnière? On ne sait pas vraiment. Est-ce que le soleil, la chaleur cet été va faire reculer le virus? On n'est pas vraiment sûr. Est-ce que les enfants sont un des principaux vecteurs de l'épidémie? Bon, alors ça, je crois qu'on peut répondre non. Enfin, non, mais quand même un petit peu. Vous voyez, rien n'est jamais tout à fait catégorique. Alors, comment s'y retrouver dans cette masse d'incertitudes? Très, très difficile, puisque même les plus grands spécialistes de la question en sont venus à se tromper. Évidemment, tout le monde a en tête notre star depuis le début de l'épidémie, le professeur Raoult. Voilà ce qu'il disait le 17 février quand on lui demandait est-ce qu'il y a un risque d'épidémie mondiale? Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. On a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et pff, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Alors évidemment, ce n'est pas parce que le professeur Raoult s'est trompé une fois qu'il va se tromper à chaque fois. Ce serait beaucoup trop simple. Tout le monde a en tête, bien sûr, la question qu'on s'est posée pendant un mois, la chloroquine est-elle efficace? On croyait avoir trouvé la solution, puisque The Lancet, un magazine de référence, a dit non, mais pas du tout, c'est dangereux la chloroquine. Et puis finalement, cette étude d'un magazine très sérieux a été étudiée très sérieusement. Il se trouve qu'elle est bourrée d'erreurs et du coup, au bout du compte, on ne sait toujours pas quoi vraiment en penser. Alors, que faire face à tant d'incertitudes? Je sais pas, d'un côté, on serait évidemment tenté de prendre un maximum de précautions pour limiter les risques, et en même temps, est-ce qu'un excès de précaution n'aura pas des conséquences encore plus graves sur l'économie, sur le social? Vous voyez, on ne s'en sort pas. Donc, à défaut, en quelque sorte, d'avoir des certitudes à toutes les questions qu'on se pose, on peut en moins en débattre, et je crois que c'est qu'on est là, enfin, on est tous là. Moi, j'y suis pas, mais vous êtes là pour en débattre ce soir. Et vous êtes avec moi, d'ailleurs, pour intervenir dans ce débat, même à distance, derrière votre écran. Je vous attends très vite, c'est peut-être possible dans les semaines à venir. Frédéric Salman, pour rebondir sur le billet de Stéphane, c'est vrai que on a l'impression qu'on est entré au début de la crise avec une incertitude absolue sur ce nouveau virus qu'on découvrait et qu'on en sort un peu de la même manière sans trop comprendre pourquoi, au fond, il y a presque plus de cas dans le pays. On nous disait qu'il y a encore 2 semaines, une deuxième vague était possible, qu'il circulait, qu'il fallait être très prudent. Il faut l'être, bien sûr. Mais au fond, on est dans un quasi-retour à la normale. Ce niveau d'incertitude-là, au début comme à la fin, vous le comprenez ? Oui, on apprend l'humilité en médecine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un nouveau virus et on ne connaît pas bien la façon dont il va se propager. Rappelez-vous, il y a 30 ans, le sida. Il y a eu plein d'hypothèses. On cafouillait. On cherche encore d'ailleurs le vaccin qu'on n'a toujours pas trouvé. Et on a mis 20 ans à trouver un traitement. Mais vous êtes surpris, vous, par, au fond, ce moment où on sent bien qu'on peut regarder d'ailleurs les graphiques, la courbe des admissions en réanimation s'effondre. C'était pas attendu ou si? C'est-à-dire qu'en fait, on se réjouit, bien sûr, de la réouverture. Il faut que le pays reparte. Mais en même temps, quelle surprise, on a l'impression d'être un peu dans le brouillard. On se réjouit avec prudence. Regardez à Singapour, ça allait très bien. Et puis à un moment donné, c'est reparti. Donc, quelque part, quand il n'y aura plus du tout de cas, on passe à 0, on dit c'est fini. Tant qu'il y a encore des petits foyers, des petits cas, on reste très vigilant. Si ce n'est pas saisonnier, parce qu'on voit quand même qu'il y a des pays où il fait chaud, il y a beaucoup de cas, c'est quoi? Alors, il arrive, il repart, il en fait qu'à sa tête, ce virus? Non, ça dépend en fait du nombre de sujets qui sont contaminés, qui vont contaminer d'autres. Vous savez, dans les virus, ça se joue sur l'immunité. Plus l'immunité est costaud, moins on risque. Et l'immunité des Français, l'immunité, on en est où? On n'a pas l'impression qu'on est même à 50%. La situation, plus on avance en âge, plus l'immunité diminue. C'est pour ça qu'à 90 ans, on peut mourir d'une simple grippe. Donc en fait, on a une immunité qui diminue physiologiquement. On n'a pas de médicaments pour augmenter notre immunité. Par contre, le mode de vie est déterminant. Bruno Fuchs, le politique qui regarde ça et qui forcément écoute les scientifiques, au risque d'ailleurs de se tromper parce qu'ils sont parfois contradictoires, vous êtes surpris? Je rappelle qu'il faut se réjouir de ce qui nous arrive, c'est une évidence, puisqu'il y a de moins en moins de cas. Mais tout de même, le fait que vous ayez encore un professeur, Stéphane en parlait, l'urgentiste Jonathan Freund, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, qui dit il n'y a plus un seul cas de Covid dans les services, il faut tout rouvrir, plus vite encore. Non, mais il y a la connaissance que l'on a du virus, il y a la connaissance scientifique, il y a l'approche médicale, et puis après, il y a le comportement des individus.
Jusqu'à la manifestation de l'Église évangélique à Mulhouse de 2000 personnes, le virus était sous contrôle. Dès qu'il y avait un cluster, on arrivait à identifier, donc on arrivait à maîtriser en tout cas l'évolution, à la connaître et à la maîtriser. Et puis tout a dérapé à partir du moment où il y a eu, pas fait exprès bien évidemment, mais normalement de 2000 personnes pendant une semaine. Et là, le virus est parti dans la France entière. Il y a eu des EHPAD entiers qui ont été décimés dans ma circonscription, près de Mulhouse, parce que justement, il y avait des soignants, des gens qui travaillent dans les EHPAD qui ont participé. Où en est la situation d'ailleurs aujourd'hui chez vous? Aujourd'hui, c'est vraiment sous contrôle. On est complètement vert, orange, avec, je pense, un avantage sur d'autres régions, c'est qu'on a un taux de personnes qui ont été touchées bien supérieur à la moyenne nationale. Donc la propagation, si elle devait revenir dans une deuxième vague, serait moindre, à mon avis, dans le Haut-Rhin et en Alsace ou en Moselle, que dans le reste de la France. Vous sentez que les habitants donc, venez en Alsace, respirent, si j'ose dire? Oui, ils respirent, je le vois tous les jours, sur des vélos, les gens veulent sortir, ils ont envie de respirer, mais ils ont tous, je pense qu'on vivra l'après-Covid, puisque c'est votre thématique de soir, un peu différemment dans les territoires qui ont été très touchés, parce qu'autour de nous, nous avons tous soit des personnes qui sont décédées, moi j'ai 3 élus proches de mes communes qui sont décédés de cette maladie. Et nous avons tous, si ce n'est pas le cas, des gens qui ont été gravement atteints. C'est-à-dire des témoignages de gens qui, pendant une semaine, 10 jours, ne pouvaient pas se lever, qui avaient l'impression qu'ils allaient mourir, qu'ils étaient dans l'incapacité de faire le moindre geste. Il y aura d'ailleurs, j'imagine, des cérémonies aujourd'hui. Oui, il y aura ça. Et quand vous avez vécu dans votre chair ou dans les témoignages ce type de manifestation physique, je pense que l'après, en tout cas dans les mois qui suivent, peut plus être le même. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont agir différemment. Est-ce que collectivement, après, on arrivera à changer de mode de vie aussi vite? Je ne suis pas sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui, dans leur chair, ont intégré le fait qu'ils voulaient vivre différemment. Ils ont une approche un peu différente après le Covid. Alors justement, sur les bonnes habitudes qui vont peut-être rester dans l'après-Covid, professeur Salzman, je pense au lavage des mains. Je pense à tous ces gestes barrières, à cette hygiène qu'on a, soit pour certains découverts, d'autres pour répéter de nombreuses fois par jour. Vous pensez que ça va rester? Il faut que ça reste? Je le souhaite de tout mon cœur. Vous savez, dans les années 60, on décide d'arrêter l'enseignement de l'hygiène à l'école, dans les collèges, les universités, partout, des mamans aux enfants, parce qu'on se dit c'est plus la peine de s'embêter, il y a les antibiotiques maintenant. Grosse erreur. Parce que d'abord, les antibiotiques sur les virus, ça n'agit pas du tout. Et en plus, quand on prend trop d'antibiotiques, il y a des résistances. L'hygiène, c'est pas seulement se laver les mains. C'est aussi une centaine de gestes à connaître. Mais si on acquiert ces gestes d'hygiène essentiels, non seulement on évite ce coronavirus, mais aussi les gastro-entérites. Regardez, quand il y a la gastro-entérite, en France, la moitié du pays se retrouve atteint, alors que des pays comme le Japon, ça joue très peu, parce qu'ils ont une très très bonne hygiène. Vous appelez, vous, par exemple, à ce que les Français continuent un certain nombre de gestes. Je pense peut-être au masque. On sait qu'il est obligatoire dans les transports publics. Est-ce qu'il faudrait répéter ces épisodes pour d'autres virus, moins graves que le Covid, mais... C'est un petit peu trop loin. Quand c'est une grippe saisonnière banale comme chaque année, franchement, ça passe. Et puis, il y a un vaccin pour la grippe qu'on peut utiliser. Par contre, il y a des gestes, le lavage des mains. Qu'est-ce que c'est important? À condition de bien savoir se les laver, ce qui n'est pas toujours le cas. La façon de se dire bonjour aussi. Quand les gens ont une gastro-entérite qui serre la main à tout le monde ou une grippe, ça contamine. Mais quel est votre pronostic? C'est pas un diagnostic, c'est un pronostic au médecin que vous êtes. On a tous changé nos comportements et on s'est vu véritablement changer pendant 2 mois. Ça reste ces gestes-là. On imagine par exemple que le prochain virus de la grippe, vous pensez qu'il atteindra moins de personnes liées à tous ces gestes intégrés au quotidien? Je pense que ça commence à venir. Notamment le lavage des mains, ça va rester. Maintenant, le fait de se serrer la main, s'embrasser, c'est pas si simple que ça de changer cette habitude. Vous refaites la bise ou pas? Non, pas du tout. Moi, regardez, quand quelqu'un 2 mois et demi vous tend la main, Pasteur d'ailleurs ne serrait jamais la main des gens. Quand quelqu'un vous tend la main et vous le laissez... C'était une autre époque. C'était une autre époque, Pasteur. Oui, mais la personne en face, on vous tend la main, c'est toujours difficile comme la situation. Moi, je propose une solution. Ce que font les Américains, ils font un hug. En fait,
rien ne se touche, ils se tapotent comme ça, chacun tourne vers l'extérieur. C'est mieux que rien. Ça donne un côté en même temps affectif et chaleureux, sans qu'il y ait de contact peau à peau. On est prêts au hug, nous les Français. On est des latins, on aime se toucher. Oui, mais j'ai vu beaucoup de pratiques différentes. Bon, le coude, le pied, enfin chacun essaie de trouver une pratique différente. Donc il y a aussi une créativité à changer d'habitude. Mais vous souhaitez que la bise revienne ou pas? Moi, je crois que chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais s'il faut s'en passer pour éviter de la propagation de maladies, moi je trouve qu'on peut trouver autre chose et chaque année changer de geste. Mais sur la question à laquelle je n'ai pas complètement répondu, sur la deuxième phase ou la deuxième vague, je pense que la réponse, elle n'est pas chez le virus, du côté du virus. La réponse, elle est du côté des Français et des pratiques que l'on va conserver ou pas. Moins on conservera ces pratiques de protection sanitaire, plus il y a de chances qu'il y ait une deuxième vague qui revienne. Voilà. Et donc l'apprentissage se fait bien, je trouve. Bon, il y a toujours des cas gens qui sont moins respectueux, mais globalement, quand même, je pense que les Français ont bien respecté et ont appris. Et la réponse, elle est collective. Et pour moi, une des dimensions, je pense, du post-Covid, c'est comment on peut globalement faire apparaître beaucoup plus cette capacité collective à agir et ce sens commun, en tout cas le sens de l'intérêt général. Je pense que si on peut arriver à voir que chaque Français, chaque comportement de Français lit la situation de l'autre, pour peut-être déjà bâtir une société un peu plus consensuelle, un peu plus Alors on va parler, on a parlé de l'hygiène, mais peut-être Stéphane voulait intervenir et ensuite on parlera des nouvelles méthodes de consommation. Stéphane. Oui, j'entends effectivement qu'on s'interroge sur est-ce que les gestes qu'on va continuer ou pas à faire nous protégeront ou pas des virus, des bactéries. Mais il y a d'autres grandes causes de mortalité. On s'est dit qu'on avait découvert pendant cette épidémie que rien n'était plus précieux qu'une vie et qu'il fallait être prêt à tout pour sauver une vie, sauver des vies. Quand on voit le nombre de morts par le tabac en France, c'est 75 000 morts par an. On a l'air jusqu'à présent, on les avait plutôt bien tolérés. Certes, on a des politiques, mais rien de drastique pour empêcher ces morts. Le cancer, pareil, c'est la première cause de mortalité. Et pourtant, on n'a jamais été aussi féroce dans la lutte contre ni le tabac ni le cancer qu'on l'a été contre le coronavirus. Professeur Feldman, à la question de Stéphane, on en a beaucoup fait et a raison sur le Covid. Et quelque part, est-ce que ça ne montre pas en creux une forme d'insuffisance sur d'autres maladies mortelles? Il y a en France à peu près, je crois, 650 000 morts par an. Donc de cancer, cardiovasculaire, etc. Donc quelque part, on s'est concentré sur le Covid. Mais il y a tout le reste. Quelque part, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les sujets qui étaient en réanimation, majoritairement étaient en excès de poids. Présentaient souvent du diabète. Autrement dit, le mode de vie, on parle d'hygiène, de se laver les mains, mais il y a l'hygiène de vie qui apparaît très importante. Et je découvre avec plaisir que les Français se mettent de plus en plus à l'activité physique. C'est un vrai bouclier. On a même fait une découverte il n'y a pas longtemps. On s'est aperçu que, c'était il y a un mois, une équipe américaine a découvert une enzyme qu'on appelle ECSOD, qui est sécrétée lors de l'exercice physique et qui est un antiviral puissant. Autrement dit, déjà de se mettre à faire de l'exercice, c'est déjà extraordinaire parce qu'on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, qu'on fait juste une demi-heure par jour. Si en même temps, on fait attention à ce qu'on mange, on lutte contre l'excès de poids. Je le répète, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc, quelque part, c'est une prise de conscience pour l'hygiène infectieuse, mais aussi l'hygiène de vie. C'est ça, c'est notre immunité, notre bouclier. Si on commence à s'alimenter différemment, de façon plus saine... Et donc, il y a des leçons à tirer et des leçons positives à tirer de tout cela. On avance sur la question économique parce qu'elle est centrale. Le Covid d'après, et on commence à regarder, c'est un peu tôt pour faire des bilans, mais c'est que les consommations, les comportements face à la consommation changent un peu. Les ventes de livres s'envolent, de vélos également. On va dans un magasin pour choisir ce que l'on... Enfin, on sait ce qu'on veut acheter. On perd pas de temps à flâner, on se laisse moins tenter. Et plus globalement, la consommation est plutôt timide. Est-ce que ça vous surprend, ça ? Je pense que c'est difficile de faire des tendances là maintenant. Je pense que chacun a des retards d'achat à faire. Il faut regarder si ce type de comportement va être structurant de la nouvelle consommation ou si c'est juste un effet de
de retard. Non, je pense que chacun dans son comportement, c'est ce que j'ai observé moi, et à Mulhouse en particulier, c'est qu'après une phase de confinement, qui a duré longtemps, on ne revient pas tout de suite à la vie normale. On n'est pas ressorti tout de suite progressivement. Les gens sont restés chez eux beaucoup plus longtemps, le soir, etc. Il y a eu moins de dîners chez les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? On a peur pour notre emploi, donc on ne va pas se ruer sur une nouvelle voiture. On craint au contraire des lendemains qui déchantent, donc on épargne? On a beaucoup épargné. On a épargné 55 milliards, alors que d'habitude on en épargne 5 par mois. Là, on a fait 55 milliards. Donc, mais ça continue? Oui, mais donc c'est la question de la confiance. Et je pense que le gouvernement a fait, de tous les plans que j'ai vus, moi, en Europe et dans le monde, je pense que c'est le plan le plus sécurisant qu'on ait pu faire, jamais à 100%, mais en tout cas, on a massivement essayé de sécuriser les entreprises. J'étais avec le président de la Chambre de commerce du Grand Est qui dit on a éteint la lumière. Donc on a gardé les outils de travail, les structures, sauf quelques entreprises qui étaient déjà en difficulté, pour lesquelles le Covid a accéléré encore les difficultés. Mais en gros, on a éteint la lumière. Maintenant, on rallume la lumière doucement. Donc ça, on le fait et on a confiance et ça va repartir, avec bien sûr des gens qui vont rester au tapis, mais relativement peu. Soit il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de consommation, et là, la crise, qui était une crise de 2, 3, 4 mois, va être une crise structurelle. Et là, les entreprises vont tomber beaucoup plus massivement. Donc, on a 2, 3, 4 mois pour relancer la consommation, créer la confiance, relancer la consommation pour que la crise qu'on vient de vivre puisse être dépassée. On le voit dans le tourisme. Il y aura pas mal de touristes en France cette année. Ça risque juste d'équilibrer ou de vous interrompre. Allez-y. Mais simplement sur l'idée, je vous trouve un peu optimiste, et tant mieux, on a besoin d'optimisme. Mais quand on entend les chiffres et qu'on entend que c'est minimum moins 8% de PIB, bon, sans doute un peu plus, ça veut dire que ça va être une crise terrible. On voit mal comment, avec une telle baisse de la richesse, ça ne va pas avoir des conséquences sur le pays, et comment ça va pas. On a vu l'augmentation du chômage. Comment cette augmentation va se résoudre alors qu'elle n'en est qu'au début, que quand les dépôts de bilan vont s'accélérer à la rentrée. Je trouve que cet optimisme, il fait plaisir, mais j'ai un petit doute. Je ne suis pas optimiste. Je donne la ligne de crête pour qu'on puisse sortir le moins mal possible de cette situation. Et si on ne sort pas de cette façon-là, et là, on va verser dans une crise massive, forte, et pendant de nombreuses années, puisqu'on aura, un, endetté le pays, et deux, une croissance qui ne sera pas forte. Mais il y a une étude qui montre qu'en Allemagne, l'année prochaine, on pourrait avoir 10% de croissance. Justement. Donc, on y vient à la comparaison. Parce qu'on a complètement gelé l'activité pendant 2 mois et demi, 3 mois. Mais aujourd'hui, on redémarre. On perd toujours par rapport au mois de l'année dernière, mais on perd de moins en moins. On peut très bien imaginer qu'en juillet ou en août, on soit revenu à un niveau à peu près 0. Voilà, c'est pas tellement ce qui se passe, c'est le coefficient de croissance. Pardonnez-moi de vous interrompre, Bruno Fuchs, parce que vous empiétez, si je puis dire, mais c'est bien normal, sur la chronique de Richard Verly. Bonsoir Richard. Je vous rassure. Bien sûr, bonsoir, mais c'est l'art des transitions. Merci, au contraire. On va s'arrêter un instant avec vous sur le déconfinement chez nos voisins européens. C'est d'ailleurs votre chronique, donc cette semaine. Pour faire repartir l'économie, on le sait, beaucoup de pays, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, se sont déconfinés avant nous. Et les magasins, les usines, les administrations ont rouvert. Dites-nous exactement comment ça s'est passé. Est-ce que ça a marché? On entendait l'exemple positif de l'Allemagne avec Bruno Fuchs il y a un instant. Alors d'abord, Myriam, il faut savoir que mesurer l'effet du déconfinement sur le plan économique sur seulement 2 ou 3 semaines, c'est quand même très très peu, notamment parce que tous les pays n'ont pas le même système d'indemnisation. La France, pendant ce confinement, a été très généreuse. L'amortisseur social français a extrêmement bien, semble-t-il, fonctionné. Alors quand on regarde les pays qui nous entourent, il y a un mot qui revient. Faisons attention, c'est la prudence économique et la prudence en matière de consommation. Alors prenons l'Italie par exemple. Vous savez, l'Italie a commencé à déconfiner le 18 mai, ses commerces, ses cafés, ses restaurants. Eh bien aujourd'hui, le moral des entrepreneurs italiens n'a jamais été aussi bas, il est au plus bas depuis 1991. Et le moral des consommateurs dans un sondage récent, il est au plus bas depuis 2013. 2013, c'est une date importante. À ce moment-là, la crise de la dette italienne était à son sommet. Alors en Allemagne, j'avais moi-même vu à Saarbrück le 20 avril les magasins réouvrir. Je me souviens d'une bijouterie où le commerçant attendait les clients. Eh bien là aussi, ça n'a pas vraiment produit un effet sur la consommation. D'ailleurs, il y a un chiffre important. En Allemagne, on prévoit 50 000 faillites de commerces de détail. C'est donc un chiffre
tout à fait significatif. Et c'est peut-être aussi cela qui explique le revirement d'Angela Merkel qui, comme vous le savez, a proposé un plan de relance massif à base d'emprunts européens avec Emmanuel Macron. Regardons maintenant l'Espagne. Alors l'Espagne, c'est le 4 mai qu'ils ont commencé à déconfiner. Et en Espagne, il y a une marque très symbolique. C'est la marque d'habillement Zara, le fameux groupe Inditex. Eh bien, Inditex, dès maintenant, commence ses soldes. C'est pour vous dire que les clients ne sont pas vraiment revenus dans les magasins. Il y a en revanche un indicateur intéressant, c'est que le cours de bourse de la société est remonté, lui, en permanence au mois de mai. Donc, encore une fois, trop tôt pour savoir si déconfiner, voici 3 semaines, était plus habile sur le plan économique. Il n'y a rien d'irréparable pour la France. Il y a peut-être même un avantage, parce que la France déconfine au moment où on voit que le virus a presque disparu. Autrement dit, c'est le meilleur moment pour la confiance. Ah ben voilà une note positive, merci Richard. Bruno Fuchs, quelle est votre réaction? On déconfine à point nommé, vous êtes confiant quand on est élu? Qu'est-ce qu'on dit à ses administrés? On leur dit il faut faire repartir l'économie, n'hésitez pas, c'est le moment d'acheter? D'abord, on les écoute, parce que les gens chez moi ont besoin de beaucoup parler. Je veux dire, quand on a vécu 2 mois et demi comme ça de traumatisme quotidien, on a besoin de beaucoup parler. Alors, je les écoute et je parle beaucoup. Et puis ensuite, on essaie de voir qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui, enfin demain, qu'on ne faisait pas avant. Comment on peut changer, comment on peut évoluer? Pas mal de conversations sont autour de ce sujet-là. Qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui que je ne faisais pas avant? Comment je vais évoluer? Par exemple, la pratique du vélo. Il y a énormément de vélos que l'on voit, pas forcément d'achat, mais pratique du vélo dans la rue. Il y a beaucoup plus de vélos qu'avant. Donc, d'ailleurs, les vélos, les ventes de vélos s'envolent. Moi, je pense que sans être optimiste, dans toute crise, on a toujours historiquement réussi à dépasser la crise. Est-ce qu'on va le faire en 3 mois? Est-ce qu'on va le faire en 2 ans? Voilà. L'idée, c'est effectivement de trouver les ressources. Et je peux dire que dans le Rhin, les gens sont vraiment combatifs. Ils ont envie de dépasser cette crise et de tout faire pour faire repartir leur économie locale. Pour terminer, la relocalisation va être un élément extrêmement important. Pour terminer ce débat d'un mot, le premier projet de loi, si vous aviez l'initiative, là, dans quelques semaines, dans l'hémicycle, pour porter une réforme qui donnerait du sens concrètement à ce monde d'après, ce serait quoi? Eh bien, moi, j'ai écrit une lettre au président de la République qui va partir cette semaine, qui est de demander de relocaliser un certain nombre d'activités. Lesquelles précisément? En Alsace, c'est du textile, et puis principalement, bien sûr, les médicaments, puisqu'on a une grande histoire, une expertise, une compétence en termes de santé publique et de médicaments. Et réduire la dépendance à la Chine vis-à-vis du médicament. Dans le Rhin, qui a beaucoup souffert. Ce que l'on sait bien faire. Voilà, il ne faut pas relocaliser pour relocaliser. Il faut relocaliser là où il y a de l'expertise, là où il y a des compétences. Et nous avons cette expérience. Et l'appel n'est pas passé inaperçu. Merci beaucoup. Merci Bruno Fuchs. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Salman. On est mieux, jamais mieux soigné que par soi-même. Titre ironique s'il en a pour un médecin. Mais il est dit. Merci beaucoup. On va partir à présent aux États-Unis. Le pays déjà secoué, vous le savez, par le Covid, voit ressurgir ses vieux démons. Depuis une semaine, la colère déferle partout, qu'elle prenne la forme de cortèges pacifiques ou d'émeutes urbaines. La mort insupportable de George Floyd, afro-américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis la semaine dernière. Cette mort ne passe pas et Donald Trump n'a rien vu venir. Nathalie Guilloire. Des manifestants au pied de l'hôtel de Trump, la police anti-émeute présente tout près de la Maison-Blanche. Ça coince pour Donald Trump. Confronté à un climat de tension inédit, Donald Trump a traîné avant de prendre la parole dans la foulée des événements de Minneapolis. Et quand il prend la parole, il s'adresse uniquement à son électorat. Nous n'autoriserons pas la gauche radicale, les voyous et autres, partout dans notre pays et dans le monde, à mettre le feu à des communautés. Nous ne laisserons pas cela se produire. Cela fait mal aux plus démunis. À 5 mois des élections présidentielles, sa réélection sera-t-elle une formalité comme de nombreux analystes le prévoyaient il y a quelques semaines? Ces faits ne vont pas travailler contre lui parce que, en fait, la plus grande majorité des peuples américains ne sont pas dans les rues. Ça fait une petite minorité qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de destruction, beaucoup de violence. Mais la majorité des Américains ne vont pas du tout apprécier ces faits. La version officielle, c'est que dans son camp, on ne s'inquiète pas encore, mais les ennuis commencent à s'accumuler dangereusement. Une gestion de crise du coronavirus calamiteuse, une crise économique d'une ampleur inédite
20,5 millions d'emplois détruits au mois d'avril. Le taux de chômage passe de 4,4 à près de 15%, du jamais vu depuis les années 1930. Mais pour cette journaliste, ni ces chiffres, ni l'attitude de Donald Trump n'auront un impact sur l'élection présidentielle, et rien n'est joué. Ça peut être contre-intuitif, mais en fait, Trump se solidifie avec sa base. Et jusqu'à présent, sa base n'a pas vraiment bougé. En dépit de tout ce qui s'est passé, il l'a dit lui-même, hein, il pourrait tuer quelqu'un en plein milieu de Manhattan, personne ne lui dirait rien. Sa base s'est solidifiée autour de lui. Il n'y a rien de nouveau dans la façon dont Trump agit. Il n'y a vraiment rien de nouveau. Il a toujours dit une chose et son contraire. Il a menti en soutenant qu'il disait la vérité, en dépit des faits. Il a agonisé d'injures ses opposants qui avaient raison. Enfin, il n'y a rien de nouveau là. Mais la ligne dure que le président semble avoir choisie risque de lui faire perdre des électeurs, les modérés. Pour l'instant, Joe Biden, le candidat démocrate, distance Donald Trump de 10 points dans les sondages. Bonsoir Roland Lescure. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci député de La République En Marche des Français d'Amérique du Nord et président de la Commission des Affaires économiques. On a hâte de vous entendre sur ce qu'ils vous disent justement sur ces déchirures qui s'étalent aux États-Unis, partout dans le pays. Vous dialoguez ce soir avec François Durper. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Chroniqueur dans cette émission. Et ça fait plaisir de vous avoir en vrai. J'étais un peu en webcam pendant. Historien, spécialiste des États-Unis et effectivement chroniqueur, souvent derrière son écran. Mais en chair et en os ce soir, je signale, tiens, je voulais absolument le faire parce qu'il faut lire des livres, même après le confinement. Histoire mondiale du bonheur. C'est l'ouvrage que vous avez dirigé, pardonnez-moi, et c'est chez Alain, non, c'est au Cherche Midi, je lis. Je croyais que c'était Albin Michel, mais non, c'est la préface d'Alain Corbin, qui est un grand historien également. Alors, on va commencer avec une carte, parce que c'est quand même très impressionnant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Il y a plus de 140 villes qui ont manifesté. Parfois c'est violent, parfois c'est pacifique. On va la voir, cette carte, regardez. Pratiquement tous les États, c'est très impressionnant, ont manifesté avec une trentaine de grandes villes, avec la garde nationale dans une quinzaine d'États. La garde nationale, il faut rappeler, c'est l'armée avec fusils, mitrailleurs et blindés. François Durper, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça aux États-Unis ? Alors, depuis les émeutes de Los Angeles. Alors, vous voyez, je dis émeute alors qu'il ne faudrait pas dire émeute, ça fait partie... On utilise toujours le mot en anglais riots, le mot d'émeute. Or, le mot d'émeute en anglais, ça décrédibilise en quelque sorte la rébellion afro-américaine. Et depuis toujours, d'ailleurs, je regardais un peu la presse des années 60, on utilise toujours ce mot d'émeutier et d'émeute. Alors que la rébellion, c'est inscrit dans la démocratie américaine comme un droit fondamental. D'ailleurs, Donald Trump a appelé à la rébellion il y a peu de temps contre les gouverneurs du Minnesota ou du Michigan. La Boston Tea Party, qui est à la naissance du pays, c'est une rébellion, sauf que les Noirs n'ont pas droit à une rébellion. On leur dit, vous êtes des émeutiers. Alors, c'est pas pour dire que dans ce qu'on a vu... Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de casse. Mais souvent, l'histoire médiatique, et c'est pas uniquement aujourd'hui, occulte, les temps pacifiques, occulte toutes les fois où les gens rentrent chez eux après la mort d'un homme noir et occulte tout le temps où les gens sont patients, écoutent les autorités, disent effectivement on vous fait confiance, mais là pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour une raison aussi simple. On a parlé du Covid-19 et il y a encore. Ça s'est passé très mal aux États-Unis, à tel point d'ailleurs que les Américains, il y avait un éditorial qui disait c'est peut-être l'année la pire de l'histoire des États-Unis parce que c'est 100 000 morts, 40 millions d'emplois détruits. C'est pire que le 2001 en bilan humain, donc on a comparé aux attentats. C'est la Grande Dépression, 1929, c'est aussi la Grande Dépression, et c'est 1968. Donc vous avez la date des émeutes raciales, vous avez la date de l'effondrement économique et vous avez la date d'une guerre, c'est aussi 2 fois la guerre du Vietnam. Donc peut-être l'année la pire de l'histoire moderne des États-Unis, parce que la guerre de sécession, évidemment, quand les États ont failli être désunis, c'est... D'un mot, qui est dans la rue ? Est-ce qu'on a l'impression que c'est tout le pays qui est dans la rue cette fois-ci ? Alors non, c'est plutôt... Il y a des blancs, et il y a plus de blancs qu'avant. Et exactement, c'est pas 1968, c'est pas 1992. On n'est pas dans la... On pourrait penser que c'est exactement la même Amérique. Oui, ils se battent pour la même chose. C'est-à-dire que c'est évidemment le racisme. Et ça, faut pas dire que c'est pas le racisme, c'est vraiment le racisme. Toutes les pancartes, c'est non à Jim Crow, non à l'esclavage, etc. Mais regardez ces images. Vous avez une Amérique multiculturelle. C'est le paradoxe. C'est l'Amérique d'aujourd'hui qui
manifestent contre l'Amérique d'hier. Et je vous donne juste un symbole. La fille de Di Blasio, le maire de New York, lui, il est italo-américain, sa femme est africaine-américaine, et donc sa fille est métisse. Lui dit rentrez chez vous, etc. Mais elle a été arrêtée par la police ce week-end, toute fille de maire qu'elle est de New York, et avec son afro, elle porte son afro, enfin elle est, etc. Et c'est cette Amérique-là, deuxième exemple très rapide. Le père fait le couvre-feu, la fille sort manifester. La tribune d'un monsieur blanc, un papa blanc, qui dit j'ai peur pour mon fils. Son fils est métis. Sa femme. Parce qu'en 1968, les mariages entre noirs et blancs venaient juste d'être légalisés. Aujourd'hui, un mariage sur 5 est entre personnes de communautés différentes. Donc on a l'impression que c'est l'Amérique d'hier, mais non, l'Amérique d'aujourd'hui, elle est là, et vous voyez sur les images. Roland Lescure, vous la comprenez, cette colère? Vous seriez aux États-Unis, vous seriez dans la rue? Oui, alors il faut reconnaître que depuis 1968, depuis 1992, la dernière grande date des émeutes, suite à, là encore, à la mort d'un noir tabassé par des... Rodney King, passé à Dapa. L'Amérique a beaucoup progressé, mais l'Amérique reste extrêmement clivée. Donc on a effectivement plus de métissage, on a plus de présence des Afro-Américains dans le milieu économique, dans le milieu médiatique. On a quand même élu un président noir et réélu un président noir, ce qui n'a pas empêché les inégalités de ne pas se réduire, voire même de s'accroître un peu pendant ces 2 mandats. Et votre carte, elle est intéressante, parce que finalement, c'est toute l'Amérique qui manifeste, parce que les 1000 et quelques morts, dont les 2 tiers sont des Afro-Américains qui tombent sous les balles de la police tous les ans, ils sont aussi dans tous les États américains. Donc on a une amélioration de la situation en apparence, mais là-bas, on le mesure, on sait que la discrimination est encore un vrai fait, social et avant tout social. On parlait tout à l'heure de la crise économique. C'est plus de 35 millions de chômeurs en quelques semaines, donc plus qu'en 1929 en quelques années. Et c'est les victimes de cette chute sociale absolument exceptionnelle sont beaucoup à chercher dans la communauté afro-américaine. On va vous montrer d'ailleurs, on voulait en parler un peu plus tard, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que les inégalités raciales, elles sont toujours là. Avant de parler de la réponse de Trump, les Afro-Américains ont 2,4 fois plus de chances de mourir du coronavirus. C'est le bureau du recensement des États-Unis qui nous l'apprend. Ils sont aussi plus nombreux en prison. L'accès à la santé est difficile également. Et puis les chiffres de la pauvreté également. 20,8% des Afro-Américains vivent sous le seuil de pauvreté contre 17,6% des Hispaniques et 10% pour les Blancs. Rien ne change. C'est le rêve américain, ça s'appelle. Alors vous savez, Malcolm X disait le rêve américain, pour nous les Noirs, c'est le cauchemar américain. Et le cauchemar américain, pour les habitants du Minnesota, prenons pas les sondages nationaux, puisque ça a éclaté dans le Minnesota. Dans le Minnesota, donc à Minneapolis, c'est très simple, je vous donne 3 chiffres. La première, c'est que les Noirs, c'est 20% de la population de Minneapolis. C'est 64% des personnes qui sont à terre suite à une intervention de la police, mais une intervention violente, comme on a vu avec Floyd. Deuxième, soit $47 000. $47 000 d'écart entre les ménages noirs et blancs annuels à Minneapolis. Et troisième, c'est le coronavirus. 6% de l'État du Minnesota pour des gens atteints du coronavirus, mais c'est 30% pour les Noirs. Et face à cela, Donald Trump, qui n'a rien vu venir. Il était quasi réélu dans un fauteuil, le président américain, en pleine campagne. Il n'a pas compris ce qui se passait. Il était en campagne électorale depuis 3 ans et demi, depuis qu'il a été élu. Et pendant 3 ans et 3 mois, il a fait la campagne sur une chose, l'économie. On a la meilleure économie du monde et depuis toujours. Et là, en 3 mois, on rentre dans une récession historique. Il faut qu'il change à 180 degrés son axe de campagne. Et ça, j'ai peut-être l'air un peu cynique, mais malheureusement, je pense qu'il l'est. Ça lui donne une occasion en or pour axer sa campagne sur 2 mots, law and order, la justice et l'ordre. Et je pense qu'il va faire une campagne extrêmement sécuritaire. Mais derrière, c'est quoi? On pense à Nixon. On passe à celui qui avait choisi. Mais on pense surtout à l'ordre alors qu'il y avait des émeutes. C'est un diviseur. Il ne peut pas réconcilier là. C'est la force. Il choisit ce camp-là. Il choisit la tension. Je suis convaincu que dans ces moments-là, partout dans le monde, on a besoin d'unité. Et le vrai leadership, ça va être de promouvoir l'unité. Et en général, un président des États-Unis se fait réélire plutôt sur un discours assez consensuel. Réconciliateur. Exactement. Il a été élu sur un clivage très fort. Et finalement, il le renforce dans son élection. Et ça marche, au sens où sa base électorale reste plus convaincue que jamais. On sait bien qu'il y a un besoin de sécurité suite à cette crise sanitaire, parce que les États dans le monde entier ont tous un peu échoué à préserver la santé
des habitants. Et donc, il va renforcer sa base électorale. Il sait qu'il a un candidat face à lui qui n'est pas très fort. Et donc, Joe Biden, il est en train alors de faire justement, campagne. Oui, alors Joe Biden est quand même à 10 points au-dessus de Donald Trump aujourd'hui, donc un écart beaucoup plus important que celui qui séparait Hillary Clinton et Donald Trump. Il est en position de et force. lui, il peut jouer le réconciliateur et faire de la question raciale l'axe central de la campagne. Exactement. Donald Trump, en fait, c'est très simple, il va jouer, d'abord il a été tétanisé, on ne l'a pas entendu parler, le mot du week-end c'était « où est Donald Trump ?» Parce qu'il avait des conseillers qui lui disaient un peu tout et son contraire, notamment qui disaient « attention au vote afro-américain », qui n'est pas une mobilisation du côté de Biden, du côté afro-américain. Mais il a quand même là, il y a une image aujourd'hui qui montre qu'il est sorti de la Maison-Blanche et avec ce mot d'ordre, je suis le candidat de l'ordre. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a fait en 2016. Je suis le candidat de l'ordre. Sauf qu'il y a une différence avec Nixon. Nixon, en 1968, il était vierge. Enfin, il a été vice-président. Mais c'était pas le président. Sauf que là, lui, il apparaît pas comme le candidat de l'ordre. Il l'a fait en 2016. Là, il apparaît comme le président du désordre. Et il peut apparaître, en tout cas, comme le président du désordre. Puisque... il n'arrive pas à ramener l'ordre, en tout cas pour l'instant. Et Roland a tout à fait raison. C'est-à-dire que il y a les indépendants. Les démocrates voteront Biden et les républicains voteront Trump. Donc il y a quelques indépendants qui vont faire la différence. Aujourd'hui, les républicains, ils sont plus inquiétés par les émeutes qu'inquiétés par le racisme. Les démocrates, ils sont plus inquiétés par l'image du racisme que par les émeutes. Et les indépendants, ils sont aussi offusqués par les émeutes que par le racisme. Si Joe Biden arrive à tenir ce discours d'équilibre, ce qu'avait fait, vous vous rappelez le discours de Philadelphie de Obama en 2007, s'il arrive à le faire, en 2008, pardon, eh bien, il J'ai une gagnera. question un peu directe. Donald Trump est-il raciste? Non, alors attendez. Je Parce qu'il y a eu Charlottesville, on se souvient des positions sur les suprémacistes blancs. Vous savez, on ne juge pas un président sur ce qu'il a dans la tête. Qu'est-ce qu'il disait avant sur tout ce qui s'est passé dans son pays? On peut quand même le juger sur la base de ceux dont il s'est entouré. Et quand on regarde son track record, comme on dit aux États-Unis, en termes de conseillers, on ne peut pas dire qu'il s'entoure de gens dont la tolérance face à la diversité soit la qualité première. Steve Bannon, évidemment, qui a fait sa campagne en 2016, et d'autres depuis. Juste, pardon, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant sur lequel je pense qu'il faut quand même insister. C'est que Donald Trump a en grande partie été élu en 2016 parce que les Afro-Américains ne sont pas allés voter. Donc là, le risque auquel il fait face, c'est qu'ils aillent voter en masse pour les démocrates. Ils puissent remobiliser les Afro-Américains, ce que va sans doute faire Joe Biden, pour aller voter démocrate. Et ça va être quand même un des enjeux marginaux de cette élection. D'un mot pour terminer là-dessus, puis je voudrais vous ramener à la France, parce qu'il y a aussi des questions de violence policière en France. Moi, je voulais vous parler d'un monsieur important aujourd'hui, ça me tient à cœur d'en parler, c'est l'ancien maire de Minneapolis. L'ancien maire de Minneapolis qui s'appelle R.T. Rybak. Et il a dit aujourd'hui, c'est mon mea culpa. Mon mea culpa. On le voit à l'antenne. Il a dit, voilà ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû démilitariser la police, j'aurais dû renforcer la police de proximité et j'aurais dû former mieux les policiers. Mais tout ça ne sert à rien et ne servira à rien. Pourquoi ? Tant qu'en fait, les Américains blancs, il est blanc, il faut que je le précise, les Américains blancs, nous, n'auront pas compris qu'il fallait changer la culture de la peur. Et pourquoi les Noirs américains sont en insécurité, sont en danger aux États-Unis ? Parce que les Blancs pensent que les Noirs sont un danger. C'est ça le cercle vicieux, mortifère. Et il terminait sur cette phrase-là, qui est incroyable. Posons-nous la question, Américains, de savoir pourquoi les Noirs non armés sont abattus par la police au moment où les Blancs armés ne sont qu'arrêtés. Vous voulez avoir le mot de la fin, Roland Lescure? Jusqu'où ira l'incendie, à votre avis? Qu'est-ce qu'on regarde là? Je pense qu'il y a quand même des discours de soi-même d'apaisement. Non, mais il y a des discours d'apaisement qui ont été portés. On a vu le frère de George Floyd hier appeler à l'apaisement. On a vu Barack Obama aussi sortir en disant l'activisme c'est bien, la violence c'est pas bien. Allez voter pour les présidentielles et surtout en fait allez voter pour les élections des gouverneurs et des maires qui in fine sont ceux qui dirigent la police. Et le vrai défi, vous l'avez dit, c'est que la police américaine aujourd'hui très diverse dans le pays. Il y a des lieux où elle est encore extrêmement blanche, insuffisamment diverse et mal formée, et ça va être un des défis. Et en France aussi, la question des violences policières, elle se pose. C'est un dossier brûlant, vous le savez, monsieur le député. À peine déposé, il y a une proposition de loi signée Éric Ciotti qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Elle propose de flouter les visages des policiers filmés par des journalistes ou par des kidams dans l'exercice de leurs fonctions. Et ces vidéos servent souvent de pièces à conviction lors de passage à l'acte. Mais elles nuisent aussi, ces vidéos,
aux forces de l'ordre et à leur entourage, comme nous l'explique Thomas Després dans Ma journée à l'Assemblée. Oui, exactement, Myriam. On a tous vu ces images de George Floyd à terre, étouffé par un policier américain, parfaitement reconnaissable. Eh bien, ces vidéos, elles ne seront peut-être plus possibles en France dans quelques temps. C'est en tout cas ce que souhaitent certains députés, les Républicains, qui ont déposé une proposition de loi. Je vais vous raconter. Jingle. Alors cette proposition de loi, elle a été déposée par plusieurs députés les Républicains. Éric Ciotti en tête, elle vise à rendre non identifiables les forces de l'ordre lors de la diffusion d'images dans l'espace médiatique. Bref, à flouter les policiers sous peine d'une amende de 15 000 € et d'1 an d'emprisonnement. Mais dans le contexte, ça tombe plutôt mal. Alors avec Stéphanie Despierres, on a voulu demander à celui qui en était à l'origine ce qu'il en pensait, Éric Ciotti. J'ai travaillé cette proposition de loi il y a plusieurs semaines. Elle a été co-signée par mes collègues il y a plusieurs semaines, donc elle n'a aucun lien avec l'actualité. L'objectif est d'éviter, et je suis en cela une demande forte des policiers qui souhaitent que la vie privée des policiers soit protégée. Les avis divergent sur ce texte. Il y a ceux qui s'en félicitent, comme le syndicat Alliance Police, qui applaudit le fait qu'une de ces propositions soit reprise par des parlementaires. Et puis il y a ceux qui craignent pour les libertés fondamentales, la liberté de la presse, pour David Dufresne, journaliste spécialiste des violences policières. Et puis pareil pour Éric Coquerel, il est même en train d'écrire une tribune. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Pour vous, cette proposition de loi, les Républicains, elle ne passe pas. Non, elle ne passe pas, parce qu'elle consisterait en réalité à nier encore plus les violences policières, les discriminations du fait de la police. Et c'est pas supportable. On a déjà beaucoup de mal à faire admettre au gouvernement que c'est pas juste des bavures individuelles, qu'il y a un problème dans la police de racisme, de discrimination. À force de le nier, ça devient de plus en plus systémique et ça donne la part belle à ceux qui les pratiquent aux dépens de ceux qui, du coup, en viennent à se taire parce qu'ils voient que les choses peuvent se faire en impunité. Je parle dans la police. Les Républicains disent que c'est pour protéger la vie privée et la famille des policiers. Pour protéger la vie privée des policiers, si la police est exemplaire, il n'y aura pas besoin de les filmer. Pourquoi les gens ont été filmés au bout d'un moment? C'est qu'il y a des pratiques qui sont faites et que les filmer est d'abord un acte préventif. Je te filme, donc tu es obligé de respecter la loi. Et souvent, c'est ça qui marche. Le texte, il devrait être débattu dans les prochaines semaines en commission des lois. Mais qu'en pensent les députés de la majorité? On leur a posé la question. Bonjour Coralie Dubost. Bonjour. Cette proposition, les Républicains, c'est une bonne chose? Je pense que c'est surtout une fausse bonne idée, parce qu'en réalité, elle est trop générale, elle n'est pas précise, c'est un coup de com', je pense. Il est vrai qu'il faut que nous réfléchissions à comment protéger les familles des fonctionnaires, pas de cette façon, parce que de cette façon, ce serait une coupure totale avec la possibilité de capter des images sur une scène dans la rue avec un fonctionnaire de police. Or, nous avons malheureusement pu constater, même si ça reste très marginal, que parfois ça pouvait être nécessaire. Voilà Myriam, nul doute que le sujet fera beaucoup débat dans les prochaines semaines, même s'il a très peu de chances d'être adopté, mais on aura l'occasion d'en reparler dans Ma journée à l'Assemblée. Roland Lescure, une réaction à ce texte? Ciotti, Coquerel, Dosset, les caricatures de ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on a besoin d'unité et pas de division. L'un et l'autre sont en train de diviser la France. Merci d'avoir été concis. Merci à tous les deux. On termine comme tous les soirs avec le jour d'après, nouvel épisode de notre collection d'entretiens consacré ce soir à la crise économique. Quelle ampleur et quelle reprise possible à l'heure où l'on apprend aujourd'hui que la récession passe de 8 à 11% du PIB cette année. C'est la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, qui répond à nos questions. Regardez. On est où là? Dans mon salon. J'ai même fait la présentation des perspectives économiques en mars de mon salon parce que j'étais en quarantaine quand je revenais de Milan. Donc, Bonjour Laurence Boone. Bonjour Myriam. Vous êtes la chef économiste de l'OCDE, c'est cet organisme qui conseille les dirigeants des pays développés pendant cette crise sans précédent. On va en parler bien sûr. C'est aussi cet organisme qui a mis en œuvre le plan Marshall après-guerre. Alors on va parler de cette crise. Le coût porté à l'économie par ce virus, il est absolument colossal. 8% de récession rien que pour la France et les experts disent que ça sera sans doute beaucoup plus. Est-ce qu'on peut maintenant mesurer l'ampleur de cette crise? Est-ce qu'on peut dire jusqu'où l'économie va s'effondrer? Ce qu'on peut mesurer aujourd'hui et à peu près en temps réel, bien qu'imparfaitement, c'est le choc sur l'activité économique qu'impose le confinement. Et donc sur la production et sur la consommation, il est très important.
Donc on a deux moyens de faire ça. Le premier, c'est de regarder secteur par secteur de production ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand on regarde ça, on voit que c'est un choc quand même très très important puisqu'il met à l'arrêt en fait à peu près un quart de l'activité économique de notre pays. On peut aussi regarder ça du côté de la consommation. Vous-même, moi, aujourd'hui, on ne peut pas acheter tout ce qu'on achète normalement, c'est très restreint. Et quand on regarde de ce côté-là, c'est plus de 35% de notre consommation qui est en fait affectée par ça. Concrètement, ça veut dire que des milliers, même des centaines de milliers de personnes vont se retrouver au chômage, c'est ça? Alors, il y a quelque chose qui est très frappant dans cette crise et qui est encourageant, c'est que la plupart des pays ont mis en place tout un système de soutien à la fois aux personnes et aux entreprises pour faire que ce choc qu'on espère temporaire, en fait, on puisse le traverser sans trop de perte de revenus pour les ménages et puis en essayant de s'arranger pour que les entreprises n'aient pas de problème de trésorerie, de cash flow pendant cette période de confinement. Donc si on reste dans un choc limité avec 2 mois et qu'après on peut progressivement reprendre une activité normale, je ne dis pas qu'on va revenir au même niveau d'emploi exactement, je ne dis pas que certaines entreprises ne vont pas avoir des difficultés et peut-être même faillite, mais au moins on aura amorti le choc beaucoup. Évidemment, si ça dure plus longtemps et dans certains secteurs comme le tourisme, l'aviation, la restauration, ça va être un peu plus compliqué. Donc pour bien comprendre, les mesures de soutien à la fois aux entreprises et aux salariés des différents gouvernements, et la France en particulier, peuvent permettre d'augmenter les chances à toutes ces personnes de garder leur emploi et à toutes ces entreprises, au fond, de reconnecter avec une activité à peu près normale après la crise? Absolument. Si on prend le secteur de la construction, par exemple, il n'y a pas de raison qu'après la crise, les commandes de construction qui sont en général très longues, s'arrêtent. Et comme les employés auront été au chômage partiel, donc ça veut dire toujours dans l'entreprise, et que celles-ci ont pu bénéficier de reports de taxes, de charges, de lignes de crédit bancaire, de garanties d'État, en théorie, elles sont capables de redémarrer dès le 12 mai. Maintenant, en pratique, quand même, on ne va pas redémarrer exactement de la même façon. Comme vous savez, on va devoir mettre en place, et dans les entreprises, parfois, ça va être compliqué, des règles de distanciation sociale, d'hygiène. Donc ça veut dire des équipes peut-être moins grandes. Ça veut dire un problème pour la cantine de l'entreprise. Ça veut dire des questions sur les transports en commun. Donc il y a quand même des chances qu'on ne reparte pas en V, comme on dit souvent, mais plutôt en U, très progressivement. Alors parlez-nous de cette reprise. Vous nous dites un U. Ça veut dire que, en gros, après le déconfinement, l'économie ne va pas repartir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les comportements des consommateurs, pour commencer? On ne va pas se remettre à consommer à gogo après, non? Alors, je pense que vous avez raison. En fait, il y a deux effets qu'on peut observer pour la consommation. Le premier, c'est que tout ne va pas réouvrir dans les mêmes conditions qu'avant. Vous avez, par exemple, tous les petits magasins de votre quartier, toutes les règles de distanciation sociale, ça va soulever des sujets. Et puis, tant qu'on n'aura pas trouvé de traitement ou de vaccin, vous et moi, on aura peut-être moins envie de prendre un métro bondé pour traverser Paris et aller trouver la petite bougie que vous vouliez vous acheter. Certains disent que la consommation ne pourra reprendre qu'à Noël et qu'il faut qu'un choc comme Noël pour que les gens, au fond, aient envie de consommer à nouveau et que d'ici là, le traumatisme de la crise et du virus va affecter nos comportements. Alors, à mon sens, il y a deux choses. Effectivement, l'anxiété qu'on peut avoir vis-à-vis d'une maladie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas très bien, va inciter les personnes à peut-être rester plus chez elles. Clairement, prendre un avion pour partir en vacances, ça va être un peu plus compliqué. Et si on pense qu'on ne va pas revenir à une situation à peu près normale avec un traitement avant 2021, mais oui, il y a des chances que la consommation ne soit pas la même. Et les prix alors ? Qu'est-ce qui va se passer sur les prix quand il n'y a plus d'offres et qu'il n'y a plus de demande? Les prix, comment ils repartent? Ils s'effondrent ou ils augmentent? Alors les prix, c'est peut-être une des questions les plus difficiles à appréhender. Et je pense qu'on peut la regarder de deux façons. La première, c'est si vous regardez au global. En fait, avec toutes les mesures de l'État, on a à peu près tenu les capacités de production. Il n'y a pas trop de pertes, on va supposer, ni en entreprise, ni en emploi.
Et en revanche, on a une consommation qui est moins élevée qu'avant. Mais si on a moins de consommation et autant de production, il va y avoir un effet à la baisse sur les prix. Mais dans certains secteurs, par exemple l'agriculture, si on voit qu'il y a des tensions parce qu'il faut des travailleurs saisonniers pour venir récolter les fruits ou les légumes, que ces travailleurs saisonniers, c'est difficile de les faire venir tant qu'on a des restrictions sur le voyage, et bien là, les prix peuvent effectivement augmenter. Quels sont les grands secteurs les plus pénalisés? Quels sont les secteurs gagnants? Alors, les grands secteurs les plus pénalisés, c'est tous ceux qui vont être affectés par des mesures de confinement persistantes et bien sûr le voyage. Alors l'Europe va intervenir aussi pour relancer l'économie une fois que l'économie va repartir, une fois qu'on va ressortir de ce confinement. On se souvient des grands travaux de Roosevelt, juste après la crise de 1929. Dans quoi il faudrait investir massivement pour relancer et surtout dessiner l'économie d'après? Alors ça, c'est toujours la question la plus difficile, mais je pense qu'il y a quand même 3 secteurs qui sont très intéressants, à la fois pour accompagner, voire accélérer la reprise, et pour dessiner, comme vous dites, les contours du monde de demain. Le premier, c'est le numérique. Le numérique peut être le lien entre tout et un accélérateur de beaucoup de choses. Donc on peut penser à équiper en numérique tous les territoires ruraux, pour s'assurer que les personnes ont accès à l'éducation, à la santé aussi avec les téléconsultations, pour permettre aux entreprises d'être plus intelligentes, pour avoir des outils de prévention de santé aussi plus malins avec l'intelligence artificielle, et surtout, pour faire des grilles de distribution d'énergie qui optimisent entre la production et la consommation. Et ça, c'est clé pour le déploiement des énergies renouvelables. Et ça, c'est mon deuxième point, je pense, le deuxième champ très intéressant. C'est s'assurer qu'avec cette crise, quand on va investir dans des infrastructures, ça va être des infrastructures vertes et respectueuses de l'environnement. Et puis le dernier point, c'est la santé. Vous pouvez nous dessiner comme ça concrètement, en quelques mots, cette économie et ce monde de demain, d'ici 2, 5, 10 ans? On produira plus près, on mangera mieux et on bougera moins, on se déplacera moins? C'est ça l'idée? Je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose qui est important dans ce que vous dites, et je pense que plus on va rester dans une période où le confinement va être important, la pandémie va être toujours quelque part dans le décor, donc en fait tant qu'on attend, plus la période pour avoir un traitement, un vaccin est longue, plus ça va modifier nos comportements, c'est sûr, parce que c'est votre corps, le mien, on a une mémoire et ça nous impacte forcément. En revanche, si on arrive à trouver un traitement, je pense qu'on va repartir assez vite. Et l'endettement? Sur qui va peser cet endettement colossal des États? On est à 115% du PIB en France, sur les générations futures. Il y a 3 moyens en fait de gérer cet endettement. Le premier, c'est augmenter les impôts, baisser les dépenses. Ensuite, il y a l'inflation. On en parlait tout à l'heure, à court terme, on n'en voit pas beaucoup, mais à moyen terme, si on doit baisser les capacités de production, elle va revenir. Puis la dernière chose, et je pense qu'il faut être assez transparent et clair là-dessus, c'est une partie de cette dette va rester sur le bilan des banques centrales, et c'est aussi comme ça qu'elle sera supportable. Qu'avez-vous appris de la gestion de cette crise qui va nous servir, qui devra nous servir pour après? Alors la chose la plus importante, il y a 2 choses pour moi qui sont extrêmement importantes. La première, c'est la façon dont on regarde les risques. C'est très important de les intégrer beaucoup plus dans notre quotidien parce qu'on en aura d'autres, il y aura d'autres accidents, il y aura des accidents climatiques, il y aura d'autres accidents de santé. Et puis la deuxième chose qu'on a appris, je crois, c'est que rien ne remplace le contact humain. On peut avoir plein de numérique, mais franchement, l'aspect social et d'ailleurs les négociations, ça se fait toujours dans les pauses café des grandes réunions, c'est hyper important. Merci infiniment, merci Laurence Boone d'avoir accepté cet entretien à distance et à bientôt, j'espère, en face à face, en chair et en os. Merci beaucoup Myriam et bonne journée. Et ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien évidemment, pour un nouveau Ça vous regarde en direct. À demain, d'ici là, passez une excellente soirée de documentaire avec Jean-Pierre Gracia sur LCP, bien sûr.